Bonjour, place des entrepreneurs en direct d'Aix-en-Provence, de l'hôtel Renaissance qui a la gentillesse de nous recevoir. Grâce à nos partenaires Malakoff, Humanis, mais également Cage, nous avons aujourd'hui un plateau magnifique. En cette veille de reprise de l'activité de Covid, j'accueille bien sûr Pierre Vasarely, Florent Bonneau et Jean-Christophe Arru. L'idée, c'est de faire une petite présentation et ensuite d'échanger sur le et demain de l'après-Covid. Allez, je commence par Pierre Vasarely à ma gauche. Pierre, à toi. Bonjour Didier, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce jour. Je suis président de la Fondation Vasarely Aix-en-Provence depuis 2009 et à ce titre, eh bien, nous avons, grâce à une dynamique complétée par nos administrateurs, pu engager une politique de redémarrage de notre activité qui avait été un petit peu en sommeil pendant de nombreuses années. Donc voilà, donc je suis très fier d'être avec vous pour présenter eh bien, notre lieu culturel qui s'ouvre de plus en plus vers le monde de l'entreprise. Merci. Jean-Christophe. Alors Jean-Christophe Arru, fondateur et dirigeant d'Investiga France, c'est un cabinet de détectives d'affaires. Alors trois dates, je vais vous donner trois dates, 1832, 1991 et 800. Alors 1832, c'est la première agence créée dans le monde par notre père fondateur Eugène Vidocq, qui a été un illustre personnage et qui a été réel, qui avait créé, d'ailleurs c'est très intéressant, le bureau de recherche universelle pour les commerces. 1991, c'est la création d'Investiga France que je représente, et donc ça fait ses 30 ans, hein, positionné sur Aix, siège social Marseille, Lyon, Paris, et puis finalement qui fête ses 30 ans cette année, et puis 800, c'est le nombre d'agences agrémentées et réglementées en France. Voilà, on produit du renseignement, on produit de l'apport de preuves licites dans toutes les procédures pénales prud'homales et autres, et puis nous sommes dans le conseil stratégique. Voilà, l'ensemble de ce qu'on peut faire au niveau de l'enquête privée. Merci. Florent. Bonjour Didier, bonjour à tous. Florent Bonneau, je dirige la région pour le groupe Kiloutou. Alors Kiloutou, c'est 40 ans déjà, 40 ans d'histoire dans la location. Alors historiquement, sur la location de particuliers, évidemment, mais on a évolué avec le temps. On est dédié maintenant au monde professionnel, hein, c'est 95% de notre activité, le monde professionnel, et on a la chance de travailler avec de nombreux clients. Alors évidemment, c'est tout ce qui est travaux publics, bâtiments, second œuvre, artisans, mais on s'étend de plus en plus aussi sur le secteur industriel, sur la GMS aussi, sur les paysagistes, sur les collectivités. Kiloutou, sur la région, c'est 40 agences, 300 salariés. Et donc, on est l'un des principaux acteurs de la location en perpétuel mouvement. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure aussi sur l'évolution de ce type d'activité, parce qu'on a plein de champs des possibles. Le marché n'est pas encore mature et la location est un marché d'usage, donc vraiment en lien avec le temps et son évolution aussi. Bon, super. Donc l'idée, comme je le disais au départ, c'est d'échanger sur le et demain. Alors le et demain, ça peut être des éléments économiques, ça peut être également qu'est-ce que l'activité, en quoi l'activité a-t-elle été modifiée par rapport au Covid, sur les équipes, sur la clientèle. Voilà, ben écoute Florent, tu as ouvert le débat. Dis-nous un petit peu comment déjà tu as pu vivre ce ressenti, comment s'est passée l'organisation des équipes. J'ai pu comprendre que le bâtiment pendant cette période Covid était en forte croissance. Explique-nous un petit peu plus de cela. Alors oui, alors moi j'ai le souvenir du 17 mars quand on a dû arrêter 300 salariés, 40 agences, je ne sais pas ce qu'on va dire en 5 minutes. Donc ça avait l'air d'être simple, de dire tiens, on arrête tout et on laisse tout comme ça. Donc c'est vrai que ça a été pas simple à la fois d'expliquer, d'arrêter, mais aussi de penser déjà, dès le 17 mars, au lendemain pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les agences qui sont fermées, parce qu'on a des biens matériels. Donc on a eu tout un travail aussi à l'interne avec l'équipe de cadre de la région pour s'assurer, on parle de sûreté aussi, de faire le tour des agences, des 40 que nous avions fermées, pour contrôler tout ce qui se passait pendant plusieurs jours, et préparer rapidement aussi la réouverture. Tu parlais de croissance, en tout cas d'activité dense dans le bâtiment. C'est vrai qu'elle avait ralenti, mais elle a continué. Nous, on a dû fermer pendant un mois, se préparer, et donc on a mis en place beaucoup de protocoles pour s'assurer à la fois de pouvoir recevoir les clients, mais aussi de garantir à nos salariés aussi un environnement propice à l'accueil de ces clients à cette période-là. Donc c'était un moment important
pour rassurer nos clients et recréer une dynamique aussi en préparation dans cette activité, en sachant que le métier de la location est aussi un métier de proximité avec nos clients. C'est-à-dire que même si on parlera peut-être aussi du digital, tout ce qui peut nous faire évoluer, on est sur un métier de conseil de proximité, et nos clients ont besoin de venir échanger avec nos équipiers, nos collaborateurs. Donc, il a fallu préparer cette période-là pour ouvrir petit à petit les agences, une par une, en fonction de l'activité, en fonction des zones de chalandise, pour répondre à nouveau à nos clients dans les secteurs géographiques, que ce soit dans le département du 13 ou dans la région aussi, pour remonter évidemment l'activité, être présent et répondre à tous ces besoins de nos clients. Voilà. Jean-Christophe? Alors nous sommes plutôt, je dirais, accompagnants, et donc on en accompagne aussi bien les toutes petites entreprises que les gros groupes. Et effectivement, pendant cette période assez particulière, on a travaillé fortement parce qu'il y a eu, je vais dire, de la résilience. Il y a eu beaucoup de réflexions au niveau des chefs d'entreprise qui ont à la fois essayé de résoudre les problèmes qu'ils n'ont pas eu le temps de résoudre avant. Donc c'est une période de réflexion qui a été propice à ça, et aussi une projection vers le futur, parce que bien évidemment, le chef d'entreprise est là pour anticiper. Il anticipait déjà le futur et la réouverture de l'activité avec une projection de ce qu'ils avaient pu faire avant, c'est-à-dire tous les achats, les acquisitions, tout ce qui pouvait effectivement arriver une fois que l'ouverture et je dirais le commerce s'ouvrait au niveau national et international, et de pouvoir être au bon moment, au bon instant, là où il fallait, avec le renseignement qu'il fallait pour continuer leur projet. Voilà, donc une grande résilience avec je trouve beaucoup de force et de courage dans cette période, avec toujours un objectif qui la plupart du temps était clair pour eux, et pas spécialement j'ai pas trouvé chez eux beaucoup de panique, en fait. Voilà, Okay. Voilà ce que j'ai pu observer. Pierre, que s'est-il passé? Alors je retiens la résilience, hein, et la créativité. Et bon, il nous a fallu effectivement nous réinventer pendant cette période, puisque tout ce que nous avions mis en place pour la saison 2020, eh bien, a été complètement remis en question, notamment notre grosse exposition en collaboration avec le Centre Pompidou, qu'il a fallu décaler donc pour une inauguration au mois de septembre. Et donc on a profité de cette période un petit peu complexe pour restructurer notre équipe, et pour travailler de façon peut-être plus rapprochée. Et nous avons mis en place une exposition en très peu de temps, en 3 mois, qui nous a permis de passer un bel été, puisque ça a été quand même la surprise de 2020, d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants que ceux escomptés. Nous étions à plus 50% par rapport à l'année 2019, qui avait été une année record. Donc voilà, je crois que c'était quelque chose d'important au niveau des équipes, en tout cas du pôle collection et exposition. Bon, la fondation, c'est aussi tout un pan de son activité qui est axé sur le hors les murs, et donc un grand nombre d'activités a pu être maintenu en termes organisationnels. Mais c'est vrai que c'était particulier, puisque bon, il a fallu encore une fois en petit comité, reprendre pratiquement à zéro notre façon de faire. Donc voilà. Donc pour ce qui est de demain, pour moi c'est aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose d'important. Nous sommes prêts, hein, pour effectivement accueillir les visiteurs que nous souhaitons bien évidemment les plus nombreux possibles. Et au niveau des aides, est-ce que les collectivités ont maintenu leurs aides? Est-ce que les mécènes, les sponsors et autres ont toujours soutenu la fondation pendant cette période? Alors, dire que nous avons un statut quand même bien particulier, puisque nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, hein, qui a été donc reconnue en 1971, hein, la première fondation monographique, après les deux plus importantes que l'on connaît tous, la Fondation de France, qui a été créée en 1969, et la Fondation MAG en 1970. Et donc la Fondation Azali va fêter cette année ses 50 ans, avec cette reconnaissance du 27 septembre 1971. Et donc, c'est un petit peu compliqué ce système, disons, de financement de notre institution. Logiquement, nous devons nous passer des subventions. Toujours est-il que nous avons une action importante à destination de tous les publics, et nous sommes une fondation donc à but non lucratif qui a une forte capacité à travailler avec l'enseignement, avec l'éducation, et donc on rejoint par
par endroits des pans entiers eh bien, de ce système hein, qui est si important en France, hein, qui est d'amener la jeunesse, d'amener les publics vers la culture. Donc effectivement, tu évoques ce problème de subvention. Nous avons été très très bien soutenus de 2013 à 2019 pour la partie investissement, subvention d'investissement pour la réhabilitation, la restauration du bâtiment. Mais par contre, pour ce qui est des subventions de fonctionnement, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc il faut qu'on assoie eh bien, nos projets sur des expositions, sur des tirages de catalogues, sur de la médiation culturelle. Donc il faut qu'il y ait vraiment une emprise importante au niveau des publics. Donc l'État comme les collectivités ont été très présents, moins que ce que nous aurions souhaité. Didier, c'est peut-être un petit appel du pied que je lance à nos amis entrepreneurs d'Aix et de la métropole, Aix-Marseille, de venir se positionner aux côtés de la Fondation pour justement voir comment nous pouvons, au travers de l'œuvre de Victor Vasarely, qui est quand même l'artiste qui a été le plus proche près des entrepreneurs, des entreprises, avec tout un travail qu'il a fait entre 1930 et 1939 notamment, avec des entreprises comme L'Oréal, comme Le Sieur, comme Air France, comme la SNCF, avec une grosse inventivité qui déborde, encore une fois, sur le monde de l'entreprise, avec des préoccupations qui finalement sont un petit peu les mêmes entre un artiste qui se veut engagé et un entrepreneur. Donc nous sommes effectivement confiants pour l'avenir en multipliant nos relations, nos contacts avec les entreprises, mais aussi avec le milieu des institutions et notamment l'État avec la DRAC et le ministère de l'Intérieur, dont dépendent les fondations. Merci. Alors, demain, dans vos entreprises, puisque je crois comprendre que le télétravail, peut-être chez Kiloutou, c'est pas extrêmement pratique, et puis même dans l'investigation, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as changé dans l'organisation du travail de tes équipes? Quelle est l'approche un petit peu différente, pour autant qu'elle soit mature, ce que je ne crois pas dans on est tous en train de mettre en place de nouvelles façons de travailler. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle vue. Chez Kiloutou, comment avez-vous géré ça? Et comment allez-vous gérer ça? Alors, c'est vrai que ça nous a permis, et je rejoins Pierre sur la créativité, de savoir ce qu'on était capable d'adresser à nouveau pour aujourd'hui, demain, les mois et les années à venir aussi. Donc c'était une vraie question, surtout sur un marché de la location où finalement le marché n'a pas bougé, il n'y a pas eu de rupture technologique, il n'y a pas eu de rupture d'innovation. On est souvent sur des sujets de stock, de disponibilité et de prix. Le marché est assez dense, à la fois au niveau du département, de la région et de la France, mais c'est un marché qui est toujours pas encore mature, qui est en croissance forte, parce que comme je le disais, finalement nos clients, nos donneurs d'ordre, finalement préfèrent de plus en plus louer que d'investir eux-mêmes. C'est un actif, ça pèse, il faut l'entretenir, donc le choix de la location se développe. Et en fonction de justement ces opportunités, on essaye à la fois d'améliorer un service, d'apporter une vraie valeur ajoutée à notre activité, à notre business pour nos clients. Et donc, on s'étend plus à proposer plus de services que du matériel. Nos clients ont des besoins, on doit être capable demain de répondre à leurs besoins et pas seulement leur proposer du matériel. On travaille aussi sur le digital parce qu'il y a une vraie question de dire, tiens, est-ce qu'il faut téléphoner, venir en agence chez Kiloutou et louer du matériel? Est-ce qu'on peut avoir un parcours client plus fluide? C'est aussi l'enjeu, je crois que chez un loueur, le parcours client, c'est 15-20 minutes. Donc, c'est quand même entre l'arrivée et son départ, parce qu'il y a tout un système de préparation de matériel, de mise en main, d'élaboration de contrats, de départ, d'apporter le matériel dans le moyen de locomotion. Donc, il y a tout ce travail qu'on a aussi à mener pour trouver un parcours de fluidité, pour que le contrat puisse être fait de façon digitale, comme la facturation, le paiement, et qu'on puisse aussi mettre en place des tutos, des tutoriels aussi pour expliquer, parce que quand vous avez, chez Kiloutou, on a 800 gammes différentes de matériel, d'un simple perforateur, d'une tronçonneuse à une pelle 25 tonnes ou un chariot télescopique 32 mètres, on a vraiment à la fois du matériel qui est dense, et donc de la compréhension du matériel est assez complexe. Donc on a apporté, et on veut apporter ce service-là, mais aussi on s'étend sur du service aussi rapide pour être capable de livrer en agglomération en moins de 2 heures, pour être capable aussi de réparer quand il y a des pannes sur chantier en moins de 4 heures aussi. Donc on essaie d'apporter une valeur ajoutée dans les services
qui, pour nous, est un vrai facteur de différenciation aussi dans le temps. À titre d'exemple, là, récemment, on est le premier loueur, et je suis le premier à faire en France de la location en livraison en remorque électrique sur Marseille. Donc, on a, avec une société qui s'appelle Carriole, qui nous accompagne, et donc on livre notre matériel en vélo électrique, en remorque électrique. On livre des échafaudages, du petit matériel, mais on livre du matériel. Et donc, on essaie d'innover, et finalement, là où on pensait que les particuliers étaient très demandeurs, ben non, c'est nos clients majors, Vinci, Colas, FH, qui nous demandent ce matériel intramuros sur les chantiers. Et donc, là aussi, on est capable de se différencier, d'apporter un nouveau service aussi, et d'avoir aussi des offres, parce que là aussi, il faut aussi des offres écolo. On parle des collectivités aussi qui évoluent dans le matériel plutôt alternatif que le thermique, et donc là aussi, on est capable maintenant de proposer du matériel alternatif, des pelles hybrides, des nacelles aussi hybrides. Donc, on commence aussi à se tourner de plus en plus sur des matériels sous batterie aussi, avec moins de nuisances sonores aussi, ce qui est évident, moins de problèmes aussi thermiques. Donc, tout ça nous amène à évoluer, à investir aussi, et à progresser aussi avec le marché et nos besoins de nos clients. Voilà. Mais là, cette période de transition a été un accélérateur. Oui, sur cette partie, en tout cas de volonté d'apporter et d'adresser du matériel. Alors, sur les offres, entre guillemets, écolo, oui, on a voulu vraiment se différencier, et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, on s'est dit, dans cette période-là, qu'est-ce qui nous différencie sur le marché? Qu'est-ce qu'on doit faire demain pour être un acteur de référence et être le premier choix de nos clients? Et donc là, on s'est dit qu'il y a des solutions de livraison, de rapidité d'intervention. Comme je dis, la location, c'est du stock, c'est des prix. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus rapidement à nos clients? Merci. Jean-Christophe, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que tu vas changer dans ton organisation? Alors, surtout l'organisation de mes mandants, de mes clients, en fait, ce qu'on peut voir, beaucoup d'espoir dans la création. Hein. La création et surtout dans le développement, on voit que toutes les demandes, puisqu'on accompagne dans le développement, sur les acquisitions, les fusions, etc. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a ceux qui sont morts pendant cette crise, hein, ceux qui étaient en faiblesse, ceux qui n'étaient pas très bien financièrement, qui sont morts, d'autres qui sont en survie. Et là, il faut faire attention, puisque là, je presse ma paroisse pour dire que il faut être très vigilant, pas paranoïaque, mais vigilant, compter sur la sûreté, parce que des gens vont pouvoir effectivement, de par leur survie, faire des actes ou commettre des actes, je dirais, illégaux par rapport à ce qu'ils sont amenés à faire. Je trouve que l'entreprise a deux problématiques futures, mis à part tout ce développement, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se développer, mais rapidement, et là, il y aura une faiblesse. Développement, il faudra qu'ils embauchent. Et c'est vrai qu'on voit on a un gros problème finalement de fidélité, surtout des jeunes générations, qui vient du fait qu'effectivement, si on rajoute ça au poste nomade, effectivement, télétravail, c'est que d'une part, on avait une nouvelle génération qui n'était pas spécialement portée sur la durée. Donc on va avoir aussi un détachement de ces personnes en plus par le télétravail. Donc là, on a un problématique majeure qui va engendrer régulièrement de la concurrence déloyale. Hein. Ils vont partir 2 ans, 3 ans et qui vont aller au plus offrant, surtout qu'ils sont chassés de plus en plus. Voilà. Et il va y avoir aussi des problèmes de cyber, vous le savez tous, hein, tous les problèmes qu'on peut avec ces outils nomades. On donne aux salariés, on ne donne pas tous les moyens de sécurisation. Donc, ils vont travailler avec leurs propres outils chez eux. On a un gros problème de sûreté au niveau de l'entreprise. Donc, des gros problèmes à venir avec, en parallèle, un gros développement. Donc, il va falloir avoir un certain équilibre, pas faire la paranoïa, être très vigilant, mettre en place de la sûreté. Et l'espoir, c'est ce magnifique développement qu'il y a à prévoir, sur le plan économique dans toutes les régions de France. Ça, j'en suis persuadé. Et au niveau des équipes chez toi, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que la méthode de travail a évolué? Est-ce que ça a été un accélérateur, un ralentisseur? Alors nous, on a deux activités. Nous, on était déjà, je dirais, autonomes au niveau des enquêteurs qui sont totalement autonomes. Par contre, effectivement, quand on va travailler sur des dossiers, on a l'aspect administratif et on a l'aspect humain. Alors forcément, quand tout est arrêté, l'aspect humain s'arrête, bien évidemment, mais on a toute la partie administrative. Donc nous, ça nous a pas véritablement changé. On a moins eu d'enquête sur l'humain, mais on a beaucoup travaillé sur l'intelligence, et donc ça a augmenté notre capacité effectivement à produire sur l'intelligence. Hein, surtout l'aspect intelligence, c'est-à-dire de pouvoir à la fois produire de l'intelligence économique sur les aspects qui vont arriver maintenant, mais à la fois sur aussi la création d'enquêtes, des modalités d'enquête qui vont venir maintenant aussi, voilà, tout simplement. Au niveau des salariés de l'entreprise Comoutou, est-ce qu'il y a eu une modification, un changement d'état d'esprit? Est-ce qu'on est plus sur des questionnements, alors je vais dire un peu jeunes, à quoi je sers? Est-ce que je suis bien utile dans mon organisation? Est-ce que ce genre de réflexion est entré d'une manière plus brutale
au sein d'entreprise, ou est-ce que c'est un petit peu comme avant et on va le gérer, ou est-ce que vous allez être très novateur sur ce genre de questionnement? C'est un vrai sujet, hein. Là, tu l'as dit, on avait une dynamique 2018-2019 qui était très positive dans l'état d'esprit de nos équipes, et même début 2020, hein, on l'avait ressenti tant sur nos activités que sur l'ambiance, surtout Kiloutou est plutôt un esprit fun chez nous, tout le monde se tutoie, c'est l'image familiale d'une société où il y a une vraie proximité. Et c'est vrai que cette période d'arrêt, finalement, a coupé l'élan. A vraiment coupé l'élan, a sûrement créé des interrogations. On parle de fidélité, Jean-Christophe le disait, et malheureusement, on a eu du mal à la reprise pour redonner de la confiance. À la fois de la confiance dans l'environnement de travail, comment je travaille, avec quels outils, avec quels collaborateurs, et aussi sur le business, comment je travaille avec les clients. Donc il y a eu beaucoup de réflexions. Et malheureusement, j'ai envie de dire, la fidélité de nos salariés, elle s'est un peu écornée. On a eu des départs, finalement pas mal de départs, surtout sur une catégorie, comme le disait Jean-Christophe, aussi jeune finalement, voulant peut-être d'autres aspirations, parce qu'ils ont eu des réflexions pendant cette période de confinement. Et donc là, ça nous a mis en tension. Et bien sur un marché en plus où on n'attire pas plus que ça, malheureusement, notamment sur des métiers techniques ou transport. Où c'est pas un mécanicien, quand il parle de mécanique, il parle Ferrari, il parle garage auto, il parle pas d'Enware. Et pourtant, on a besoin nous aussi d'avoir des techniciens, des spécialistes de réparation. Donc, bien évidemment, ça nous a remis en cause pour savoir comment on va pouvoir embaucher, comment on va pouvoir fidéliser aussi dans le temps nos équipiers et les faire évoluer, et pour recréer cette dynamique. Moi, mon principal sujet, c'est comment je vais redonner cette dynamique que j'ai perdue, comment je vais réussir à nouveau à les fédérer et à les entraîner. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de roadshows. Alors c'est vrai qu'on a une période où on pouvait avoir cette proximité, donc on s'est à nouveau présenté aux équipes dans toutes les agences, redonner un discours plutôt positif pour essayer de leur faire comprendre l'intérêt de redémarrer, donner du sens aussi à une stratégie qui évolue, parce que la stratégie, il faut la revoir, la stratégie d'entreprise, pour redonner de la visibilité aussi, et regagner de confiance, mais aussi avec des changements, et parce que là aussi, pour nous, ça a été, et pour moi en l'occurrence, aussi des réflexions de changement d'organisation, pour arriver à mieux adresser les organisations humaines, matérielles, agences aussi. Donc, il y a eu beaucoup de changements, finalement, qui ont créé sûrement peut-être des tensions, mais aussi de nouvelles perspectives aussi. Et donc, ça a été cette volonté d'arriver à créer. Donc, on a perdu des équipiers, on en a aussi embauché. Et l'enjeu à moyen long terme, c'est de fidéliser. Notre inquiétude, c'est comment fidéliser. Donc, on a mis des nouveaux outils, le onboarding par exemple, qui commence à rentrer dans toutes les sociétés sur l'accompagnement des nouveaux entrants pour l'intégration était un vrai sujet, pour s'assurer qu'un équipier qui vient chez nous le premier jour soit accompagné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour s'assurer qu'il y a un retour d'expérience et qu'il soit positif. Donc, on a mis des nouveaux outils aussi en place et on a essayé d'entraîner aussi ces équipes pour à la fois recréer ces dynamiques qu'on avait perdues. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore présente à la reprise, mais elle est liée aussi à l'activité. Surtout que chez Kiloutou, on a un format d'incentive, d'actionnariat qui permet à tout salarié de l'être aussi. Donc, il y a cette volonté que la société performe aussi. Donc, ça, c'est plutôt vertueux. Mais on a encore un travail important à mener à la fois de façon massive, mais aussi individuelle, pour entraîner nos équipes. Ouais, c'est vrai que le parrainage, de temps en temps, d'avoir un parrain au sein de l'entreprise permet d'accompagner plus facilement. Pierre, dis-nous, alors je sais que c'est une petite équipe, mais est-ce que cette petite équipe qui était soudée, parce que je la connais un petit peu, comment tu vois les choses? Comment peut-on se projeter aujourd'hui après une année quasiment d'arrêt administratif? Comment redonner l'envie? Comment avoir ce personnel qui est déjà très attaché, encore plus attaché? Je dois te l'avouer, j'ai une petite angoisse, puisque nous avons relancé tout notre petit monde, donc une quinzaine de salariés en CDI, 6 gardiens pour l'exposition que nous avons du Centre Pompidou à la Fondation, et on a senti effectivement des tensions. Et là, quand on parle de 2 salariés qui ne vont pas être là demain, sur les 15 qui font nécessité, c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc on va demander encore davantage d'investissement personnel, de complémentarité. Alors c'est très douloureux de demander à des spécialistes des collections ou des expositions de venir donner un coup de main
à la boutique, aux entrées, mais on en passera par là. Et effectivement, nous attendons de voir comment cette première quinzaine va se passer pour peut-être imaginer une embauche de 2 personnes à des postes clés, enfin l'accueil des publics et à boutique, puisque ne pas oublier que 30% de notre chiffre d'affaires provient de la boutique, de la vente de produits dérivés, d'œuvres signées numérotées. Donc c'est un point important, tout en considérant aussi que le rôle, je l'indiquais tout à l'heure, le rôle de collection et exposition est à maintenir, est à peut-être même développer, dans la mesure où une grande partie de notre activité se situe non pas sur Aix, mais hors les murs. Donc là, on se retrouve dans 15 jours, puisque tu as la chance d'être notre expert comptable, et on pourra effectivement faire un point sur tout ce qui s'est passé positivement et négativement, mais il est clair que jusqu'à présent, nous avions réussi à fédérer ce petit monde autour de notre projet, et comme tu l'évoquais tout à l'heure, le fait d'avoir passé une excellente année 2019, où nous avions pratiquement doublé le nombre de nos visiteurs, que nous étions aussi sur cette belle annonce que la Fondation était devenue, avait reçu l'appellation Musée de France, fait que nous avions plein de beaux projets, et on était vraiment lancé sur une belle autoroute. Donc voilà, donc on est un petit peu dans l'expectative, se dire aussi que les touristes français qui avaient joué le jeu l'année passée, au moment des vacances, là on va avoir une période de 3 semaines, ça va être difficile, je pense, à passer ce cap, mais il n'y a pas de raison. Tu parlais de positivité, je reste très positif, et je pense que nous allons passer un bel été avec nos beaux projets que nous avons préparés, encore une fois, pendant cette période difficile du ou des confinements. Donc voilà, ce travail sur les ressources humaines est effectivement un facteur très très important. Je ne suis pas forcément le meilleur ambassadeur pour cela, mais voilà, on arrivera à s'en sortir qu'à partir du moment où on aura vraiment investi toutes celles et tous ceux qui travaillent, quels que soient les niveaux de la Fondation. Bon, comme le temps nous est compté, il faut que nous concluions. Alors on fait un petit mot de conclusion chacun. Allez, Jean-Christophe. Écoutez, beaucoup d'espoir pour demain, pour demain, avec, je crois, beaucoup d'opportunités pour les chefs d'entreprise, beaucoup de business à faire, et puis en parlant de mon métier, de se dire attention, il faut le faire effectivement, mais avec beaucoup de vigilance, beaucoup d'observation. L'enquête sert effectivement à faire un 360 pour opter pour les meilleurs chemins à prendre et les meilleures solutions à réaliser. Voilà. Merci. Moi, je suis confiant aussi, je suis très optimiste aussi, donc confiant dans l'avenir. Je pense qu'en tant que manager, animateur ou dirigeant, il y a une vraie notion de volonté de fédérer les équipes au quotidien, de les entraîner sur des perspectives, donc c'est important, et je pense qu'on est tous capables de le faire. Et j'ai beaucoup appris dans cette période-là, finalement, parce qu'on voit que finalement une bonne organisation, c'est une organisation qui change, qui s'adapte finalement à chaque environnement, même si elle était compliquée. Beaucoup d'entreprises ont su s'adapter finalement et ont pu montrer des capacités à faire évoluer les organisations pour mieux performer dans le futur. Donc j'espère aussi qu'on le sera tous pour qu'on puisse aller tous de l'avant. Voilà. Pierre. Oui, résolument optimiste, d'autant plus que nous fêtons cette année nos 50 ans, encore une fois, avec 2 belles expositions à Gordes et à Aix-en-Provence. Donc venez toutes et tous nombreux nous retrouver, pourquoi pas le 2 juillet à Gordes, pour un magnifique vernissage, où nous présenterons des œuvres qui viennent de collections privées, publiques. Donc voilà, vive la reprise, et vive le 19 mai. Merci. Donc pour conclure, j'en finirai là. Je remercie encore une fois l'Hôtel Renaissance de nous avoir accueillis, nos partenaires Malakoff, Humanis et Cage. Je comprends juste une chose, quand vous avez besoin de louer du matériel, vous avez Kiloutou, et je vous invite à rejoindre Florent. Besoin d'investigation particulière, Jean-Christophe Harru et la société Investigation également là. Et surtout, n'oubliez pas de venir soutenir la Fondation Vasarely, qui est très métropolitaine et qui a besoin de vous. Merci encore et bonne journée.